Bonsoir. Vous allez bien? Pardon, ça ira un peu moins bien après le film, pardon. Je vous préviens maintenant que je l'ai revu et pendant 15 minutes, j'ai pas pu parler. Je vous le dis maintenant. Hein. Mais on est très très heureux de vous présenter en avant-première, longue, puisque le film ne sort qu'à la rentrée, le nouveau film de Sépidé Farsi que je demande d'accueillir. Déjà ça, alors vous n'avez pas encore vu le film, qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Est-ce que tu veux dire 2 mots de présentation, Sépidé? Oui, merci à Stéphane, merci à vous tous et toutes d'être là. Je viens de recevoir encore une mauvaise nouvelle de Gaza. Il y a une amie de Fatem qui a été tuée aujourd'hui, une jeune femme de 35 ans. Artiste qui travaille avec les journalistes. C'est pour dire où on en est de cette horreur qui n'en finit pas de finir. Et puis ils n'ont plus rien à manger. Enfin, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, pardon, je commence par ça. Je suis tellement sous le choc quand j'ai appris ça il y a une demi-heure. J'espère que ce film et le sourire de Fatem et son visage lumineux vont être porteurs d'un message qui va peut-être enfin faire bouger les politiques pour faire cesser ça, parce que je ne sais pas comment il faut faire. Hein. Faut qu'on s'y mette, tous, toutes. Il faut gueuler, il faut hurler, je ne sais pas. Mais j'ai eu la grande chance de faire sa connaissance il y a un peu plus d'1 an, de passer une année de ma vie à l'écouter, à parler avec elle, et ça a été formidable, et j'ai toujours du mal à croire qu'elle n'est plus là. Pour moi, elle est toujours là, et vous verrez. Je crois que je vais laisser le reste pour la fin. On peut, je crois. Ouais. Merci. Bonne projection, à tout à l'heure. Sépidé Farsi. Alors, on va parler un petit peu à deux, parce que c'est un peu compliqué de prendre la parole juste après avoir vu le film, je crois, pour avoir vu cette expérience au Festival de Cannes dans une atmosphère particulièrement bouleversée, y compris parce qu'évidemment il y avait une correspondance entre ce qu'elle annonçait, son désir d'être à Cannes, et puis le fait qu'elle était cruellement absente du festival. Je veux bien que tu nous racontes, toi, à partir de quel moment tu as arrêté de te dire que peut-être ton film serait choral et que tu allais mettre dans ce même film d'autres personnages que celles que tu venais de rencontrer, là. Est-ce qu'au début de la démarche, tu as enregistré des témoignages d'autres Palestiniens du Caire? Et comment ensuite tu t'es recentré sur cette figure et pourquoi? Alors, il y a eu 2 phases. Quand je suis arrivée au Caire, avec l'idée naïve, très naïve, de pouvoir traverser Rafah, je me croyais très rusée. Bon, bref, ça c'est au bout de 2-3 jours des démarches auprès des ambassades, enfin, autorités palestiniennes, l'ambassade de France, qui ne m'ont pas reçu. Les Égyptiens, c'était même pas la peine. Et puis les copains journalistes ici m'ont dit, surtout tu dis pas que tu es réalisatrice parce que c'est encore pire, tu dis rien. Bref, j'ai abandonné cette idée et donc j'ai commencé à tourner, enfin à suivre plusieurs familles, dont celle qui m'accueillait, de réfugiés palestiniens de Gaza qui venaient de sortir par Rafah. C'était les dernières vagues en fait, avant que ce soit complètement bloqué. Fin mars, début avril. Moi j'étais arrivée mi-avril. Donc le 7 avril précisément,
Donc je commence à les suivre et à les filmer, mais j'étais restée très frustrée sur l'idée que je ne pouvais quand même pas être là-bas physiquement. C'est ce que je cherchais. Jusqu'au jour où l'un d'eux, Ahmad, un jeune étudiant que je filmais, que j'interviewais, me disent, voyant mon malaise, enfin ma frustration, me disent j'ai une amie photographe qui est toujours au nord de Gaza, qui est une fille extraordinaire, tu devrais faire sa connaissance et puis qui sait, elle peut peut-être t'aider. L'idée c'était ça en fait, qu'elle m'aide en m'envoyant des images. C'était ça le. Mais en réalité, quand il y a ce premier appel, ça c'est le premier appel vidéo qui démarre le film, ça se voit, enfin, c'est immédiat. Le 24 avril, du coup. Le 24 avril, je mets le téléphone en place, je commence à filmer, je l'ai prévenue, elle sait que je la filme. C'était évident que c'était elle, en fait. Après, j'ai continué à filmer toujours les autres, hein, jusqu'à mon départ du Caire. Mais ça allait être 2 films différents. D'ailleurs, j'ai fait autre chose avec les autres images, mais avec Fatem, quelque chose a démarré. C'était évident que ça allait être un long moment d'échange. Je ne connaissais pas, je ne pouvais pas deviner encore la forme finale du film, évidemment, mais c'était évident que c'était elle le centre du film. Alors, on comprend assez vite pourquoi tu t'attaches à elle, en réalité, parce que à la fois le film va être le récit d'une rencontre, et l'une des beautés du film, c'est vraiment qu'on voit apparaître une relation, en fait, où vous avez finalement besoin l'une de l'autre, plaisir à être là l'une de l'autre, et où ça vous donne à l'une de l'autre une sorte de surcroît de vie, avec ce fameux effet miroir que très vite tu commentes, et que tu associes, je crois, à l'idée qu'elle ne peut pas sortir de chez elle, alors que toi, tu ne peux pas rentrer chez toi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le miroir inversé. Et puis, évidemment, le miroir, c'est aussi sa pratique artistique, que tu vas mettre vraiment aussi au centre du film. Est-ce que tu peux nous dire quand ça a trouvé sa place, ça, et pourquoi c'est aussi important de la montrer, non seulement comme photographe, qui est son activité principale, mais à la fin comme vidéaste aussi, cette traversée de la ville très saisissante, et puis même comme chanteuse, comme écrivaine, etc. Alors, la révélation du fait qu'elle était... enfin, je savais qu'elle était photographe, je ne savais pas quel genre de photos, parce que les photos qu'elle avait et sur sa page Insta sont d'une autre nature, sont très différentes, celles qu'elle faisait avant la guerre. On entrevoit dans le film d'ailleurs, hein, des photos de bonheur intérieur. Exactement. Mais à partir du moment où elle commence à me montrer et la façon dont elle en parlait, surtout, ça m'a vraiment intriguée. Donc je lui demande de m'envoyer des photos. Et je reçois plusieurs centaines de photos, en fait, très rapidement dans les jours qui suivent, qu'elle avait prises dans les mois qui avaient précédé, à partir de décembre. Parce qu'elle décrit, en fait, il y a une phase de 2 mois où ils ne pouvaient vraiment pas sortir de chez eux, parce qu'ils étaient visés par des snipers. Donc ils étaient emmurés. À partir du moment où les snipers quittent, et que ça commence à être des drones et des bombardements, mais donc d'autres façons de les attaquer, mais au moins il n'y avait pas, on pouvait circuler dans les rues, disons. Elle commence à photographier. Et je ne savais pas comment j'allais les utiliser. Donc j'ai mis beaucoup de temps, assez de temps en fait à... Il y avait différentes façons de monter, d'intercaler ces photos avec mes images, enfin avec nos conversations et les autres images que je filmais. Je crois que c'est vers la fin de l'été, au bout de quand même plusieurs mois de montage, que la forme finale du film, la structure a commencé à se montrer, à se révéler. Et puis, donc j'ai essayé de dégager de faire des arcs, en fait, de mouvements comme ça, avec ces photos, ou sur la musique, ou sur sa chanson, et puis d'épurer aussi, de laisser vraiment des moments pour son travail photographique. La vidéo, à la fin du film, est assez particulière, parce que je voulais, depuis le début, moi, en fait, un long travelling. Donc c'est à ma demande qu'elle a fait ça. Elle n'était pas réellement vidéaste, mais elle s'y est mise quand même parce que je lui avais demandé. Donc elle m'a envoyé d'abord de courtes vidéos, des choses quotidiennes, genre faire du café, chercher de l'eau, de petits moments.
Et on en parlait. Je recevais les vidéos, on en parlait dans les conversations après. Et je lui disais, mais il faudrait faire des mouvements plus longs. Donc elle en a fait à pied. Après, je dis non, ça serait bien de... Mais puis c'était compliqué quand même. Tout était compliqué. Tout est toujours compliqué. Ne serait-ce que pour aller se connecter, trouver une connexion stable, il fallait au moins faire 45 minutes à pied, avec le danger de se faire tirer dessus. Enfin, je veux dire, tout est dangereux. Dans le froid, la chaleur, le soir tard on ne pouvait pas, le matin tôt on ne pouvait pas, il fallait que ce soit en pleine journée. C'est quand même des contraintes. Nous, voilà, on sort de dîner, je veux dire, ou alors on sort d'ici, on va dans le supermarché, on se demande est-ce que je veux une pomme verte ou une pomme rouge, est-ce que je veux des granolas à l'amande ou à la noix de coco. Mais je veux dire, tout est compliqué, c'est tellement, tellement compliqué. Le moindre geste, c'est-à-dire sortir, faire des photos est compliqué, aller chercher de l'eau, enfin il n'y a pas d'eau, donc il faut aller chercher l'eau, faire des kilomètres pour ramener l'eau. Ça c'est dans le meilleur des cas quand il y en a, parce que maintenant il n'y a même plus ça. Il n'y a pas d'électricité, pour charger ses appareils il fallait qu'elle aille chez quelqu'un, elle n'avait pas d'électricité chez elle, tout était, enfin pour nous ça paraîtrait insurmontable. Donc elle a fait des efforts vraiment magistraux quoi, pour faire ce que je lui demandais. Mais elle avait envie. C'est ça le pire. C'est ça le mieux. C'était ça la beauté. Mais alors, si cette rencontre est aussi bonne, c'est à la fois parce qu'on sent bien qu'il y a une sororité entre vous, enfin quelque chose qui fonctionne dans la relation humaine, par-delà les difficultés techniques sur lesquelles on peut revenir par ailleurs, parce que ça conditionne pour partie la forme du film. Mais c'est aussi parce qu'elle est absolument irradiante. Il y a un truc complètement dingue, en fait, et qui est hyper bouleversant sur sa façon d'exister malgré tout, enfin, d'affirmer cette existence malgré des conditions absolument infernales, quels que soient les dégâts provoqués autour d'elle et les risques personnels qu'elle prend. Ce sourire est pour moi un des sourires les plus marquants de l'histoire du cinéma. Vraiment, je ne connais pas de film qui impose cette figure-là de façon aussi longue et progressivement, d'une certaine façon, en l'évident. Ça, je trouve ça extraordinaire. Évidemment, c'est à la fois le fruit de l'histoire et du montage, j'allais dire. C'est-à-dire que la façade reste presque la même. Elle continue à sourire beaucoup, à être comme ça généreuse avec la caméra, avec une espèce de ciné-génie extraordinaire. Et en même temps, ce qu'elle dit et ce que tu filmes, c'est la fatigue, c'est la lassitude, c'est la dépression, c'est enfin, tous ces trucs-là qui fait que, et c'est ce qui se dit entre vous, elle est en train de s'absenter. Et ça, pour moi, c'est une expérience de cinéma folle, c'est-à-dire de se dire, on garde un plan rapproché dans un jeu de champ contre champ, comme ça, sur la durée, et en fait, et je dis ça pour l'avoir revu aujourd'hui, hein, et ça m'a vraiment bouleversé de le revoir, de se rendre compte que cette image-là, qui filme un personnage qui est le même depuis le début, en fait, c'est déjà plus la même, parce que la guerre la modifie, parce que la guerre l'absente à elle-même, et que du coup, elle est en train de disparaître sous nos yeux. Et que ça passe à la fois par l'effacement du visage, par les difficultés de la transmission, où tout à coup, ça se fige, ça frise, on la voit moins bien comme dans un bacon, enfin il y a un rapport au visage qui se modifie par la déformation de l'image, et ça passe aussi par l'absence à soi-même que provoque la guerre, parce qu'elle est en train de devenir une autre malgré elle, et évidemment cette absence finit par, d'une certaine façon, préfigurer la disparition totale qui est celle de la mort. Non, tout à fait, c'est une lente distanciation d'abord, et puis... oui, quasi-disparition, que j'ai vécu aussi. Évidemment, je n'avais pas conscience de la même manière, puisque les conversations étaient filmées une par une. On avait cette joie réciproque à se retrouver, donc quand on était face à face. Et puis il y avait ce sourire, c'est-à-dire que toujours, même quand elle n'allait pas bien, il y avait ça, en partie sans doute à cause du fait qu'elle était contente de me revoir, mais aussi pour garder la face, enfin, cette dignité incroyable. Et moi, j'étais tellement contente de la retrouver. Alors, je lui disais, je voyais. Il y avait aussi sa façon de mettre le foulard, son foulard, de l'ajuster. Il y a eu une première phase, quand même, où elle est devenue presque... Enfin, plus belle. Elle est belle, de toute façon, elle a une beauté incroyable. Mais...
la deuxième, troisième conversation, la deuxième à Paris, ensuite celle à Montréal où elle a une lumière incroyable aussi, enfin le soleil est là, tout est là où il y a son frère qui apparaît, qui fait... c'est un moment où elle irradie encore plus, et elle est vraiment en forme. Et après, il y a cette lente descente, effectivement, parce que c'est le moment où il y a l'espoir du cessez-le-feu. C'est ce moment-là. C'est exactement là. Et ça tombe, et puis après, il y a ces messages qui disent qu'on est fatigué, c'est quand même... Et puis, elle remonte quand même. Il y avait malgré tout toujours des moments où elle se ressaisissait, et puis elle était forte quand même. Elle était forte, elle a fait un travail incroyable avec des enfants traumatisés, elle écrivait ces textes qu'elle m'envoyait. C'est aussi pour ça que j'ai laissé de la place, parce c'était un être très riche, quoi, multifacette, très doué, enfin beaucoup plus doué que la moyenne de nous, avec le peu de moyens qu'elle avait. Bon, ok, elle avait fait des études, mais elle faisait des chansons avec rien. Ces textes sont magnifiques, elle en a d'autres que celui qui est dans le film. Et puis cette énergie vitale. Jusqu'au bout. Alors on va passer par la salle juste après, mais je vais quand même terminer par une question politique, parce que j'imagine qu'elle était compliquée à résoudre, mais il y a forcément un moment où tu reviens sur ce qui s'est passé le 7 octobre et où tu l'interroges pour savoir, à 2 reprises d'ailleurs dans le film, quel est son rapport au Hamas, ou quel est son rapport au nouveau chef du Hamas. Et forcément, on entend un point de vue d'une insider, quoi, de quelqu'un qui est victime de la guerre, et qui développe, mais sur un temps assez court en fait, son point de vue, en commençant par dire d'ailleurs qu'il est très ambivalent, et puis elle développe plutôt, j'allais dire, le côté positif, symboliquement, politiquement, d'un pays sans armes, qui arrive malgré tout à résister, etc. C'est une parole qu'en France on ne peut pas du tout tenir. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là. Quand on reçoit le film comme spectateur de cinéma, cette question-là est politiquement extrêmement sensible. Dans quelle mesure, toi, dans les entretiens que tu as fait avec elle, vous avez développé cette dimension-là politique? Quelle place ça pouvait ou devait occuper au montage? Y compris quel jeu d'équilibre ça fait avec le dialogue autour de ces noirs? Enfin, explique-nous ça, tes propres difficultés et tes choix sur cette question politique. Oui, en France, ça l'est encore difficile de dire des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une petite ouverture qui commence à se faire, heureusement. Un espace de parole, en tout cas, parce que ce sont des choses dont il faut discuter. Il faut parler, il faut en parler. C'était une erreur d'interdire aux gens d'en parler pendant 20 mois comme ça, à mon sens. Je trouve que c'est quand même mieux d'évoquer les choses. Moi, pendant que je tournais avec elle, le 7 octobre, je me suis préparé cet entretien peut-être 20 fois avant de pouvoir, enfin, oser lui demander, parce que en fait, je ne me donnais pas le droit non plus. Elle était sous les bombes, et je me disais, comment est-ce que je vais lui demander qu'est-ce qu'elle pense du 7 octobre? Donc, déjà, moi, j'y ai réfléchi beaucoup. On l'a peut-être filmé 2 fois ou 3 fois. Les autres conversations ne sont pas là. Une fois, on l'a fait en arabe aussi, mais après, je trouvais que c'était pas dynamique, ça devenait discoursif et je ne pouvais pas réagir, parce que mon arabe est nul. J'ai beau avoir commencé à apprendre, c'est encore très loin pour arriver à parler du 7 octobre en arabe, donc je n'arrivais pas à suivre son discours ou ses paroles. Du coup, je lui ai demandé, je l'ai supplié de le faire en anglais, donc c'est là où elle dit, bon, ok, d'accord, je te le dis en anglais. Et donc elle fait vraiment un effort assez important pour maîtriser ses propos en anglais. Moi, ce que j'ai demandé, c'était pas un jugement sur le Hamas et le 7 octobre. Je ne me donnais pas le droit, en fait, de demander à quelqu'un qui était sous les feux de porter un jugement, aussi parce que c'est compliqué. De condamner, d'approuver, je ne sais pas. Moi, je voulais savoir ce qu'elle avait ressenti, en fait. C'est ça que je suis allée chercher. Et ça, c'est pas un jugement politique, en fait. C'était vraiment le ressenti, de la même manière que tout le film. Ce que je cherchais, c'était comment tu vis sous les bombes, qu'est-ce que tu as ressenti. Je voulais savoir, parce que moi, je me souviens du jour où la guerre a commencé en Iran. J'avais 15 ans.
Et je voulais savoir comment elle avait vu la bascule en fait. Parce que est-ce qu'elle avait senti que ça allait basculer, que son monde allait basculer? C'est ça que je voulais savoir. Et elle le dit, là elle le dit très bien. Et puis elle dit je ne peux pas en parler parce que ça me déprime, ça me casse tout de suite. Ça c'était une chose. Ensuite il y a l'autre moment où effectivement Haniyeh est tué en Iran, il est éliminé à Téhéran par les Israéliens. C'est étrange hein, parce qu'ils savent cibler, hein, quand ils veulent, ils savent cibler. Donc, il est éliminé, et ensuite Sinwar est nommé. Et tout le monde disait, y compris surtout les Iraniens, qu'il était très proche de la ligne iranienne, donc plus dur encore que Haniyeh. Et que ça mettait encore plus en jeu un possible cessez-le-feu. Donc on se demandait, nous, enfin moi, je me disais, mais s'il y avait une possibilité de cesser le feu et qu'on élimine celui qui était éventuellement, potentiellement, celui avec qui il fallait négocier, qu'on mettait un plus dur à la place, donc en fait on sabotait la possibilité de cesser le feu, c'est ce qui s'est fait. Et donc je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la nomination de Sinwar. Pas tellement Hamas en soi, mais la personne de Sinwar, parce qu'il était proche de la ligne iranienne. Et on a cette réponse ironique donc, qui est très éloquente de sa part. Qui pose la première question ou formule la première réaction au film? Bonsoir, merci pour ce film. À chaque fois qu'on voit un film sur Gaza, on a vu Notherland ici il y a quelques temps, et à chaque fois on est terrassé. Là c'est la même chose, puissance 100, parce que c'est incroyable, parce que c'est impossible de ne pas aimer Fatma. Le film est terrible, et j'ai une question, et puis on sent beaucoup de choses, malgré son sourire, on sent aussi beaucoup de détresse, beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, tout ressort, mais elle a ce sourire qui est extraordinaire. Mais j'ai une question précise qui vous concerne, c'est que on sait qu'à Gaza, les journalistes sont visés. Il y en a plus de 200 qui ont été tués, on sait très bien que c'est pas un hasard, ils sont visés. Fatma, elle est, je ne sais pas si elle est journaliste, mais elle faisait un travail journalistique. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si ce travail que vous avez fait avec elle, le fait que le film ait été sélectionné à Cannes et qu'il voulait la faire venir, ça a pu être quelque chose qui est joué sur le fait qu'elle ait été ensuite tuée par l'armée israélienne? Évidemment, c'est une question que je me pose un peu tout le temps. J'ai pas de réponse. Je lui avais demandé, d'ailleurs, le dernier jour, d'abord on ne saura jamais, jusqu'à ce qu'ils ouvrent les archives, s'il y a le donneur de cet ordre d'assassinat ou de ciblage a consigné quelque part cet ordre et sa motivation. Un jour peut-être on saura. Pour l'instant, l'armée israélienne a dit, ça c'était la réponse officielle, ils ont visé un membre du Hamas. Donc, allez chercher un membre de Hamas parmi la liste de sa famille que vous avez vue. Alors, est-ce que le film a joué aussi? Certainement, à cause du travail photographique qu'elle faisait de documentation, elle a été repérée. Il se trouve que dans les dernières semaines de sa vie, ou peut-être un mois et quelques avant son assassinat, elle a fait 2 interviews, un avec Al Jazeera donc, en arabe, et l'autre à J+. D'ailleurs, elle leur avait envoyé, je pense qu'elle sentait aussi, parce qu'elle leur avait envoyé un carnet de bord qui a été publié après sa mort, où elle disait comment elle fonctionnait, et puis dans l'autre interview, elle montrait, même si en fait sa caméra était en panne, son appareil photo, mais ça je le savais, mais oui, bon, on était en train d'essayer de le faire réparer, elle ne pouvait pas depuis le mois de décembre, donc 2024, faire de photos, pendant quelques mois elle n'avait pas de... Mais les Israéliennes ne le savaient pas. Donc, sans doute à cause de son travail, peut-être aussi à cause du film, c'est possible, parce que comme ça a eu lieu le 16 avril et que l'annonce a été faite le 15 officiellement, je ne sais pas. Mais l'enquête de Forensic Architecture, parce qu'il y a une enquête et je vous invite à la chercher si elle est publique sur leur site, conclut que c'est un assassinat vraiment ciblé. Comme le ciblage des journalistes, certains au Liban aussi ont été ciblés de la même manière. En fait, c'est un drone
qui a survolé l'immeuble où elle vivait, un immeuble de 5 étages. Le drone a lâché 2 missiles. Les missiles étaient programmés pour n'exploser qu'au 2e étage où elle vivait. Et donc ils ont traversé les autres étages sans exploser et ont rasé l'appartement avec tous les membres. Seule sa mère a survécu, c'est un miracle, mais c'était clairement programmé. Bonsoir. J'ai du mal un peu à parler. C'était une question un peu plutôt sur le côté technique du choix de en fait filmer la partie haute de votre caméra. À quel moment vous avez dit je vais faire ça, je vais filmer en voyant mon reflet aussi? Pourquoi ne pas avoir fait, je sais pas, une capture d'écran de vidéo? Enfin voilà, je m'interrogeais un peu sur le choix des plans et des transitions comme ça techniques de cette forme-là de l'image pour raconter ce rapport relationnel en fait que vous avez d'écran à écran avec Fatma. Alors il y a eu différentes réflexions et puis assez instinctivement en fait, puisque ça s'est vraiment fait sur le champ. De mettre le téléphone en... D'abord, je ne voulais pas utiliser une caméra, je voulais que ce soit vraiment de téléphone à téléphone, pour avoir une image un peu basse def, plutôt sale, presque, par moment, pour donner une profondeur, avoir une autre couche, en fait, ajoutée à l'image numérique qui, en général, est surdéfinie et très propre, avec les caméras dont on dispose aujourd'hui très facilement. Et moi, je voulais rétrograder, en fait, faire l'inverse, et avoir une empreinte physique, presque, traces de doigts, poussière, mon reflet, et puis avec mon icône dans l'appel vidéo, je jouais. Parfois, je l'éliminais, parfois, je l'avais et je le déplaçais. C'était aussi une façon de jouer avec l'icône. Enfin, ça, comment c'est une sorte d'improvisation vraiment sur le champ que je me fiais à mon instinct. Après, le cadre en soi, je voulais un cadre horizontal, mais avec le téléphone en vertical pour pouvoir bien cadrer le visage de Fatem, principalement au centre. Et ensuite, ce qui restait à gauche et à droite, ça me permettait d'avoir un peu le hors-champ qui revenait quand même, des choses qui débordaient de ma vie, de ce qu'il y avait autour du téléphone. Parfois les chats, parfois un bout d'écran d'ordinateur contre lequel j'avais posé le téléphone et on voyait sur quoi je travaillais, parfois une photo de news figée. Donc c'était un cadre composite que je cherchais en fait à obtenir en opérant de cette manière. Parenthèse, parfois ces informations annexes viennent des hors-cadres, puisque c'est au-delà de l'image centrée de Fatma. Et puis parfois ils viennent de son image à elle et de ce qu'elle a derrière elle. Je pense aux dernières interviews où elle a un mur percé d'un trou de serrure dans lequel se faufile une foule, évidemment qui résonne à la fois avec les murs qui séparent la Palestine et Israël, mais aussi avec la question récurrente qui est: est-ce qu'elle s'autorise à sortir? Est-ce qu'elle va partir vraiment de Gaza? Est-ce qu'on peut partir de Gaza? Jusqu'à cette réponse très paradoxale du dernier interview, justement, où elle te dit à la fois oui, j'adorerais aller à Cannes, et puis en fait non, fondamentalement je reviendrai à Gaza parce que c'est mon pays. Ouais. La personne qu'elle évoque d'ailleurs dans ce dernier entretien, avec qui elle envisage d'aller à Cannes, c'est son fiancé. Elle s'était fiancée en décembre dernier. Ouais. Elle allait se marier en août cette année, cet été, et puis lui il est vivant. Et Montaz a survécu. C'est avec lui qu'elle voulait venir. Bonsoir, merci pour ce film nécessaire. On voit dans le film que Fatma, enfin, avant, ce qu'elle filmait sur Instagram, c'était effectivement le bonheur, de belles images. On voit qu'elle continue à filmer malgré tout la beauté des enfants, enfin, dans le chaos. On sent quand même une évolution dans les photos, en tout cas, est-ce que c'est le montage ou pas, mais effectivement, après, les photos sont de plus en plus dures. Est-ce que vous évoquez ensemble ce besoin pour elle, comme pour beaucoup d'autres journalistes ou vidéastes palestiniens et palestiniennes, de témoigner en fait, de laisser des traces, de laisser
exister, enfin tout ce qui est en train de disparaître et de surtout de témoigner de ce qu'ils vivent et de l'importance pour elle à 24 ans quand même, qui est très jeune. Moi aussi j'ai une fille de cet âge-là, de la nécessité de montrer et de témoigner. Oui, bien sûr, on en a parlé beaucoup. Je pense qu'il y a 2 ou 3 occurrences dans le film, et il y a d'autres conversations qui ne sont pas dans le film où on en parlait. On en parlait à chaque fois presque. Oui, elle était très jeune. Et il y a des pays, il y a des cultures et des géographies dans lesquelles on est vieux, en fait. Les enfants palestiniens, quand vous les regardez, mais surtout à Gaza, c'est incroyable. Ils ont 4 ans, 5 ans, ils ont des regards de personnes de 70 ans. J'étais en train de chercher des photos, parce qu'il y a un livre qui va être publié sur son œuvre. Et il y a un gamin sur une des photos, c'est vraiment, tout est jeune, hein, mais les yeux, le regard, et Fatem, elle avait ça, elle avait cette, à la fois jeunesse et cette maturité extrême. Donc la mission qu'elle sentait, en fait, qu'elle s'était donnée de documenter, je crois que c'est venu peu à peu. Quand on a commencé à se parler, elle y était déjà, mais je crois que son intention et sa façon de procéder se sont articulées encore plus tout au long de ces mois et sont devenues plus systématiques sur le fait de documenter. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui me disait que c'est quand même en même temps un regard féminin, c'est-à-dire que la personne me parlait d'autres photographes, notamment Montaz Aziza, ou d'autres photographes encore, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui photographient. Elle était une des rares femmes à le faire aussi systématiquement, et elle s'intéresse à des détails différemment. Ce sont des choses plus frontales, avec moins de... Alors, sans doute, c'est une esthétique personnelle, c'est pas uniquement lié au fait que c'était une femme, mais c'est intéressant. En tout cas, elle avait quelque chose de particulier dans son regard, dans sa façon de cadrer, très architecturale, sur la destruction, et aussi à la fois très centrée sur l'humain, sur les enfants notamment. Et pas tant que ça sur les cadavres et sur justement des images très graphiques, elle en faisait, mais très peu. Cette série qu'il y a dans le film, c'est une des rares séries que j'ai eues, qu'elle m'a envoyée, en fait, tout de suite après l'avoir fait, où elle était allée sur le site d'une attaque, une école, un refuge attaqué, et tout de suite après, dans l'heure qui suivait l'attaque, elle avait photographié, et tout de suite après on avait parlé, c'est la conversation de nuit qu'on a ensemble, où on parle où je lui ai aussi parlé de Lee Miller. Je lui avais demandé si elle connaissait le travail de Lee Miller, elle ne connaissait pas Lee, donc après j'avais trouvé un livre de Lee publié en France. Je lui ai montré, j'étais dans un festival, elle me dit oui, tu me l'achètes, tu veux l'avoir. Donc j'ai acheté le livre, mais je n'ai jamais pu lui donner. Et elle ne lira jamais Virginia Woolf, parmi les autres choses que tu avais évoquées. Est-ce qu'il est prévu de publier un livre de ces photos ou bien de faire une exposition? Oui, le livre sortira le 24 septembre, hein, en même temps que le film, aux éditions textuelles. Et des expositions photos, il y en a eu à Cannes. J'espère pouvoir en organiser une à Paris, en région parisienne. Il y en aura d'autres. Elle sera à Visa pour l'image, à Perpignan. Il y a une expo qui lui est consacrée. Il y en aura une à Clermont-Ferrand. C'est souvent, comment dire, en même temps que la projection du film. Donc on a pendant le festival Guerre à l'écran aussi. Donc il y aura plusieurs expositions dans différentes villes. À Paris, je n'ai pas encore l'info précise pour vous la donner, mais le livre va être publié, oui. J'ai vu passer une critique sur les réseaux, sur la réaction officielle du Festival de Cannes, sur l'article qu'ils ont publié. Est-ce que vous avez envie de faire un commentaire là-dessus ?
Oh, j'en ai déjà fait plein de fois. Écoutez, à l'évidence, la moindre des choses qu'on pouvait dire, si on avait envie de parler de Fatem, c'était qu'il y avait eu des missiles israéliens qui l'avaient, ou qu'elle était morte lors d'une attaque voilà, au missile israélien. Je crois que le premier communiqué du festival, c'était nous regrettons voilà, la disparition avec effroi. Voilà, nous avons appris avec effroi la disparition. Voilà. Et donc, bon, les gens se sont demandé, mais enfin, elle est morte d'une crise cardiaque, qu'est-ce qui s'est passé, accident de voiture? Bon, donc ils ont mis missile, mais ils ont quand même pas mis, ou attaque, mais il n'y a pas le mot Israël, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est comme ça. Bonsoir. Il y avait un communiqué des gens de l'ACID qui avaient sélectionné le film. Ah, l'ACID, oui, non, mais là, je ne parle pas de l'ACID. Oui. Mais, l'ACID a été clair très dès le début. Et d'ailleurs, si, le Semaine de la critique aussi a fait un très beau communiqué. Mais Quinzaine RAS et l'officiel, voilà ce qu'on a cité. Après, bon, les gens sont grands et vaccinés, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Allez-y. Bonsoir, merci pour ce film bouleversant. Je suis ici. Je voulais vous demander, est-ce qu'il est prévu que le film soit diffusé à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou peut-être dans les institutions européennes aussi, à la Commission, au Parlement? Peut-être que ça permettrait de les bouger un petit peu? Écoutez, le ministre délégué à la francophonie a organisé la semaine dernière, donc on a eu quand même un certain nombre de diplomates qui l'ont vu à l'Alliance française. C'était à ma demande, puisqu'en fait je l'avais croisé à Cannes, et il avait vu l'exposition de photos, et moi je voulais que le film soit montré au président de la République, à Macron, au ministre des Affaires étrangères, etc. En tout cas, lui, il a fait quand même ce pari, il a lancé cette invitation, il y avait 300 personnes, donc beaucoup de diplomates. Maintenant, moi j'espérais en fait que le film soit vu à l'ONU pendant la conférence qui a été annulée. Donc j'espère d'abord que la conférence va être reprogrammée. C'est ce que je disais à Baron, Jean-Louis Baron, quand on était ensemble à la télé. J'ai dit, mais vous allez reconnaître quoi? Enfin, il n'y aura plus de Palestine là, quand vous allez vous y mettre. C'est ça en fait, c'est que dans la politique, l'art de la politique, c'est aussi de dire les choses au moment où il faut les dire, pas 10 ans après, quoi. Donc, je ne sais pas, mais j'ai proposé, je cherche en fait à le faire. Peut-être aussi, il y avait des députés d'ailleurs ce soir-là, il y avait des députés, enfin ça commence à circuler, le film reste pas. Le problème, c'est pas que. Enfin oui, moi j'espérais les avoir par les sentiments, mais je crois que la politique malheureusement est tellement. Voilà, il y a tellement de contraintes que. Mais bon, j'espère que le film fera bouger. En tout cas, oui, c'est dans les tuyaux, disons. C'est le moment de remercier le distributeur au passage qui s'appelle News Story et qui sont largement représentés ce soir. Vous pouvez les applaudir. C'est vrai. Moi, ma question c'était, je suis là. Déjà merci pour ces films. Et ma question c'est plutôt sur des choses qu'on voit pas, mais qu'on les ressent, on les sent. C'est sous les temps entre les conversations. Donc il y a des moments où on sent que vous se contactez beaucoup et donc on sent la proximité. Il y a des moments où il y a un déplacement, vous êtes en déplacement, où il y a des moments où c'est Fatma qui était aussi. Donc on sent une inquiétude. Donc du coup je voudrais un peu savoir comment ça a été et dans les ressentis de ça, parce que c'est pas simple de faire un film plusieurs fois. Vous mettez ça en question, donc mettez en évidence plutôt de vivre une vie normale et en même temps d'être avec suivi quelqu'un, être aussi inquiète. Donc c'est plutôt voir ces points de vue, de l'émotion et aussi comment ça, dans ces entre-temps, je pense que aussi les films s'est construit
au fur et à mesure. Je voudrais un peu savoir ça. Oui, c'était dans les faits de vivre comme ça une année où j'étais pendue au téléphone avec l'angoisse que voilà, est-ce qu'elle va recevoir le prochain message, est-ce qu'il y aura un prochain appel, ça c'était vraiment réellement là, cette crainte. Parfois elle était pas connectée parce que blackout, parce que elle était malade, parce que voilà. Moi j'étais toujours avec les 2 téléphones chargés, prête à dégainer. Ça c'était vraiment une... Et on s'écrivait, donc quand je disais alors est-ce qu'on peut se parler, en général c'était plutôt l'après-midi, pas trop tard l'après-midi, mais pas trop tôt non plus dans la journée. Ils avaient un rythme quand même, je pense que comme il y avait peut-être des moments de répit dans la nuit, c'est des gens qui en fait veillent assez tard la nuit et qui se réveillent peut-être un peu. Donc il y a un petit décalage de rythme aussi, de vie, surtout l'été, hein, parce que comme il fait extrêmement chaud, c'est là-bas. Donc du coup, il y avait ça, c'était devenu une sorte de constance de ma vie, quoi. Guetter, surveiller comme ça, et dès que c'était possible, on s'y mettait. Alors après, entre-temps, il y avait quand même aussi les vocaux, là, les audios qu'on s'envoyait, moi, elle, il y en a énormément, relativement peu dans le film, les messages textes, des images qu'on s'envoyait, beaucoup d'autres types d'échanges, mais rien ne valait évidemment un appel vidéo, quoi. Ça c'était autre chose. Oui, pour elle aussi, c'était pareil. Il y avait des moments où elle était très frustrée parce qu'elle aussi, elle voulait qu'on se parle, mais on n'y arrivait pas. Moi, je vous remercie beaucoup parce que, en fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup dans les actualités Gaza, tout ça, on a un peu de tout et n'importe quoi. Et là, pour une fois, on est vraiment du bon côté, entre guillemets. On a la version palestinienne en direct, quoi. Et c'est pas vraiment une question, moi c'est par exemple elle cherchait tout ce qui avait rapport à la vie quand elle prend les photos des enfants, par exemple avec le perroquet, et vous-même on est tellement plongé dans ses coups de fil qu'on se dit mais oui c'est vrai, la vie continue, après vous allez récupérer votre chat, ça nous surprend, quoi. Est-ce que c'est voulu? L'histoire du chat, par exemple, que vous allez chercher, c'est pour nous raccrocher à la vie ou... Je sais pas. Pour la raccrocher à la vie, ouais. Que je montre le chat. Bon, les chats, de toute façon, enfin, moi, je suis... on est au service de nos chats. Hein. Les gens qui ont des chats le savent. Le chat persan, ouais. Persan ou abyssin, peu importe la race. Ouais. C'est comme ça. Même les chats de gouttière, c'est pareil. Bon, mais oui, l'idée de lui montrer le chat ou de lui partager en fait ce quotidien tranquille dont je pouvais bénéficier, et même les voyages un peu extravagants et peut-être indécents vis-à-vis de son blocage à elle ou son blocus physique. Ça lui faisait du bien. Je pense que oui, parce qu'elle le demandait, elle réclamait en fait, elle voulait savoir où j'étais, elle voulait que je lui envoie des photos. Et oui, c'était une sorte d'échange en fait. Moi, à partir du moment où elle s'ouvrait totalement et qu'elle partageait tout son ressenti avec moi, pour moi, il fallait aussi que je sois cash, que je lui cache pas les choses. Ça servait à rien que je lui dise bon, bah, je suis toujours à Paris, tu vois, que je me mette devant un mur voilà, neutre. Et, autant qu'elle sache où j'étais, je lui parlais des festivals, et je crois que ça lui faisait du bien, en fait, paradoxalement. Mais y compris parce que le film est beaucoup fondé sur cette image-là, c'est-à-dire elle enfermée dans l'horizontalité de cette prise de vue de téléphone à téléphone, et que du coup le chat par exemple, bah, ça fait faire un panneau où on découvre la suite de ta pièce, enfin, il y a tout à coup une façon de briser le mur et de ne pas être tout le temps dans l'enfermement. Or cet enfermement il est très central parce qu'il parle à la fois de son enfermement à Gaza, des semaines et des semaines où elle n'a pas pu sortir de chez elle, de la prise de risque si elle commence à en sortir, et puis ça devient d'une certaine façon une porte d'entrée pour parler aussi de ton rapport à l'enfermement, de la prison, du morse que vous avez apprise toutes les deux. Enfin, cette thématique de l'enfermement, elle permet de raisonner aussi avec la rigidité de la mise en scène, qui est
précisément ce plan portrait qui, en l'occurrence, à l'arrivée, la sublime. Tout à fait. Et cette façon, pour moi, de mettre face à son vécu présent, mon vécu du passé, comme tu viens de le dire, c'est aussi lui ouvrir un champ politique, disons, duquel elle avait, je pense, pas vraiment conscience, de la même manière que, forcément, puisque n'étant jamais sorti de Gaza, ayant enfin des nouvelles, les news, bon, les informations qui lui arrivaient sont quand même, bon, déjà nous, hein, on n'a pas, on se leurre quand on croit qu'on sait tout, mais bon, le flux était limité, mais je pense que c'est aussi, moi, ma vie d'exilée iranienne, disons, d'avoir vécu ou avoir grandi et vieilli avec ces limitations de connexion, parce que nous, on vit ça tout le temps. Enfin, là, encore maintenant, un jour sur deux, j'arrive pas à parler à ma mère. maintenant, tout de suite. Parce que l'Internet est coupé par le régime iranien. Bon, et donc, ce sont des choses qu'on connaît, en fait. Moi, je connais d'une autre manière, évidemment. C'est pas du tout comparable avec ce qu'elle a vécu. Mais ce sont des choses que l'on ne connaît pas en Europe de la même manière, ou qu'on ne vit pas. Non pas qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne vit pas de la même manière au quotidien. Du coup, oui, je pense que ça crée un lien différent entre nous. Que si, voilà... quand je pense maintenant à ce qui se passe en Iran et à ce qui se passe encore à Gaza, j'ai l'impression que, oui, on est encore retourné à la case départ. Je termine en signalant qu'on a à l'affiche un film iranien, justement. Oui. Donc tu peux dire deux mots, parce que tu connais bien la réalisatrice. Absolument, oui, qu'il faut absolument aller voir. My Stolen Planet, qui est... Alors, je sais pas... Ouais, vous allez... Enfin, d'abord, c'est un film magnifique et vous allez beaucoup pleurer, je pense. Mais c'est un film magnifique. Farhana Sharifi, qui est la réalisatrice et la monteuse du film, m'a aidé à finir le montage de ce film, et la consultante montage, et elle est formidable comme personne, et elle est exilée, elle vit à Hambourg, elle a dû quitter l'Iran juste avant la vague Femmes et Liberté, et elle est toujours en Europe, donc c'est un film à ne pas rater. Merci de le montrer. Voilà, qu'on avait montré en ouverture des rencontres du cinéma documentaire et qui maintenant sort en France. Dominique Cabrera veut poser la dernière question. Allez. Oui, ce qui me vient à l'esprit par rapport justement au film My Stolen Camera et à ton film, tellement extraordinaire. Planète, mais caméra et planète, parfois c'est la même chose. Oui, pardon. N'importe quoi. Oui, savoir, c'est-à-dire que ce que je trouve vraiment tellement beau dans vos deux films, tellement important, c'est le point d'appui du presque rien pour ouvrir à tout, à nous. Et ça, c'est une force extraordinaire, et il me semble que ça peut être un enseignement pour nous qui sommes dans ce vacillement. Là, il y a une force qu'on ne doit pas oublier. Merci beaucoup. Merci. Merci, Céline est partie. Bonne soirée à tous et tous.